Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. Éviter que la rivalité ne dégénère en conflit. Tel était l'objectif affiché hier de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Après l'Ukraine et Gaza, faut-il redouter un conflit à Taïwan? L'Info c'est clair est intitulé Joe Biden, Xi Jinping, un sommet pour éviter la guerre. Nos invités, Valérie Niquet, vous êtes spécialiste Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre, La Chine en 100 questions, c'est aux éditions Talendier. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Votre livre, dernier livre, L'économie tout simplement, c'est aux éditions Erol. Et puis Pierre-Antoine Donnet, vous avez été correspondant de l'AFP en Chine. Vous revenez tout juste de Taïwan, vous nous raconterez. Et vous publierez bientôt en janvier Chine, l'empire des illusions. C'est aux éditions Saint-Simon. Merci de participer à cette émission en direct. Donc Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés hier à San Francisco. Quelle a été la teneur de ces échanges? Correspondance aux États-Unis de notre correspondante Camille Gutin. Éviter que la rivalité ne dégénère en conflit, c'est par ces mots que Joe Biden a résumé sa rencontre avec le président chinois. Les deux superpuissances ont compris qu'elles devaient à nouveau dialoguer pour pouvoir cohabiter. Le président chinois d'ailleurs était très clair puisqu'il a dit « La planète est assez grande pour nos deux superpuissances, se tourner le dos n'est pas une option ». Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de concurrence entre les deux pays, ça veut simplement dire que les pays ont plaidé pour une concurrence qui soit saine et exercée de manière responsable, à voir quelle forme cela prendra. Dans le détail, on ne sait pas précisément ce qui s'est dit entre les deux présidents. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des conversations franches et très directes. Sur les sujets qui fâchent, en revanche, là, on sait qu'il y a très peu de chances d'arriver à un accord rapidement. Preuve peut-être que les relations entre les deux superpuissances ne se sont pas complètement réchauffées. Eh bien, à la suite de la rencontre, il n'y a pas eu de communiqué commun. Et à la suite de la rencontre, il y a une conférence de presse où Joe Biden a qualifié Xi Jinping de dictateur. Réponse des autorités chinoises par communiqué peu de temps après, dénonçant un discours, je cite, extrêmement erroné qui constitue une manipulation politique irresponsable des Américains, en ajoutant la Chine s'y oppose fermement. Valérie Niquet, quelle a été la teneur et quel était l'objectif de cette rencontre et qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Ce qu'on a vu là, c'est que déjà l'objectif c'était qu'ils se rencontrent parce qu'effectivement ça fait déjà plusieurs mois depuis l'année dernière qu'on met en avant une montée des tensions qui existe évidemment, mais alors c'est en même temps très habile de la part de la Chine de faire en sorte qu'il y ait l'impression qu'il y a une pression telle qu'on est au bord du conflit quasiment. On a eu des déclarations, la guerre de main à Taïwan, enfin bon, voilà, il faut absolument se rencontrer. Donc ça donne d'autant plus de valeur au fait simple finalement que le président américain et le président chinois se rencontrent. Le deuxième point intéressant, c'est qu'il y a déjà quelques années, Xi Jinping et les Chinois mettaient en avant le fait que le Pacifique est assez grand pour les États-Unis et la Chine, dans une sorte de partage du monde au niveau régional. Aujourd'hui, c'est la Terre. C'est vrai que les Chinois ont des ambitions beaucoup plus globales, mais on voit bien que la Chine aimerait, au-delà de tous les sujets de tension qui ne peuvent pas disparaître, parce qu'ils ne concernent pas uniquement la Chine et les États-Unis. Taïwan, par exemple, a son autonomie. Donc la question taïwanaise, elle va demeurer. Et les États-Unis sont censés donner à Taïwan les moyens de se défendre contre la Chine, quelle que soit la forme. Donc tout ça ne va pas disparaître. Les ambitions, l'agressivité chinoise qui entraîne un besoin d'Amérique en Asie ne va pas disparaître non plus. Mais pour les Chinois, être à nouveau... Ce qu'ils veulent, c'est un retour au G2, en fait. C'est un retour à la division du monde entre deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis. De ce point de vue, est-ce qu'on a assisté à ça hier? On a l'impression que le monde entier, d'ailleurs, titre sur rencontre au sommet, c'est un G2. Quoi. Oui, enfin, c'est toujours comme ça quand on a les États-Unis et la Chine. Je ne suis pas sûre que les États-Unis le voient vraiment comme ça. En même temps, ça montre aussi que les États-Unis restent la seule hyperpuissance qui compte symboliquement, puisque c'est eux vers qui on se tourne quand on dialogue avec la Chine. C'est aussi les premiers acteurs en termes d'équilibre stratégique en Asie. Donc, on n'aura sans doute pas d'avancée fondamentale, sauf le fait qu'effectivement, ils se sont vus. Et après la rhétorique Xi Jinping dictateur, oui, la Chine met en avant la dictature du prolétariat, donc pourquoi pas? Il devrait au contraire en être fier. Oui,
voilà, c'est ça. C'est comme s'il se vexait d'être traité de communiste. Bon, a priori, c'est le régime qui existe en Chine. Ce qui va être intéressant, c'est alors je ne sais pas s'il a déjà eu lieu ou pas, c'est ce fameux dîner payant auprès des grandes entreprises américaines, parce que on Pour voit rencontrer que Xi Jinping. oui, mais pour Xi Jinping aussi, c'est important de les rencontrer parce qu'on voit que les investissements étrangers en Chine sont en train de s'effondrer et la Chine ne peut pas vivre sans le monde extérieur, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire. Voilà, on verra sur l'économie chinoise. Le dîner a eu lieu, me dit-on. Sylvie Matelli, déclaration, alors c'était avant la rencontre de Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, qui dit « Gérer la rivalité de manière responsable pour qu'elle ne dégénère pas en conflit ». Je trouve qu'il y a deux mots importants. D'abord, rivalité, ça veut dire qu'au fond, oui, la Chine et les États-Unis se considèrent comme des rivaux. Alors, une rivalité sur quoi ? Quel est l'objectif ? Et puis, cette idée que si on y prend garde, ça dégénère en guerre. Alors, la rivalité, elle a même été réaffirmée par Joe Biden dans sa déclaration, de sa conférence de presse juste après la rencontre hier, puisqu'il a dit « Oui, nous sommes en compétition ». Et nous sommes en compétition, en réalité, sur des tas de sujets. Le premier d'entre eux, peut-être le chapeau de tout ça, c'est l'ambition qu'a la Chine de dépasser les États-Unis et de devenir la première économie au monde. Alors, cette ambition-là, elle tente aujourd'hui elle n'est pas modérée, mais elle tente aujourd'hui à être contrariée par les faits, puisqu'on voit une économie américaine qui se porte mieux que jamais, avec une croissance économique qui va avoisiner les 5%, là où on annonçait une croissance économique à 5% en Chine et qui ne sera pas forcément atteinte. Donc aujourd'hui, la Chine du monde, au sens de la croissance rapide, c'est plutôt les États-Unis. La locomotive américaine va plus vite tout à fait. que le train Alors que chinois. depuis la crise de 2008, le moteur de l'économie mondiale, c'était plutôt la Chine, et c'était plutôt du côté de la Chine. Donc il y a cette rivalité, et puis au-delà de la rivalité économique, il y a une rivalité technologique qui a des dimensions économiques, bien évidemment. Le niveau de votre avancée technologique détermine aussi votre prospérité, donc votre place dans l'économie mondiale. Mais la technologie, ce sont aussi les armes, c'est aussi stratégique et c'est aussi la défense. Dans une guerre, traditionnellement, on considère que c'est ceux qui ont une longueur d'avance en matière technologique qui gagnent la guerre. Alors les faits contredisent un petit peu ces choses-là de nos jours. Il n'empêche qu'il y a cette course aussi à la technologie qui est une forme de course aux armements. Donc vous avez toutes ces rivalités-là et je trouve que c'était très intéressant de regarder hier la façon dont les chaînes d'information américaines couvraient la rencontre. On sait que la question chinoise est probablement le seul sujet qui est bipartisan aujourd'hui aux États-Unis. C'est que quand vous attaquez la Chine, quand vous dites les Chinois sont des méchants, Xi Jinping est un dictateur, vous marquez des points. Et ça, c'est pas anodin dans la déclaration de Joe Biden. Il fallait qu'il rassure aussi, disant je ne suis pas complètement naïf. Il y a une autre phrase qui m'a interpellée, c'est quand on lui demande est-ce que vous avez cru ce que vous a dit Xi Jinping, est-ce que vous lui faites confiance ? Il a dit la fameuse phrase trust but verify, c'est-à-dire je lui fais confiance, mais j'attends de voir. Et on se souvient que Donald Trump, à l'inverse, et là je me positionne dans la future campagne à venir, Donald Trump, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, y compris le dirigeant de la Corée, il trouvait toujours que les gens étaient super sympathiques, et puis après il se rendait compte qu'il s'était fait rouler dans la farine. Donc on était aussi dans une dimension de politique intérieure. Et en fait, les chaînes américaines soulignaient vraiment, pour rassurer le public américain, en disant attention, Joe Biden, il œuvre pour le bien commun et il n'est pas en train de devenir complètement naïf et de céder à la volonté ou de croire Xi Jinping. C'était de dire le monde nous regarde. Moi, j'ai entendu cette expression à plusieurs reprises. Le monde nous regarde, et on montrait en boucle cette poignée de main et ce sourire. Ils avaient tous les deux plutôt le sourire. Moi, je l'ai perçu comme ça. Et il y avait cette phrase, le monde nous regarde, dans la situation actuelle, ces deux pays ne peuvent pas se permettre de s'opposer frontalement. Dans la situation actuelle, parce que Pierre-Antoine Donnet, on ne parle plus que de guerre. Il y a la guerre en Ukraine, maintenant il y a la guerre à Gaza. Et dans le communiqué final, côté chinois, au sujet de Taïwan, Pékin affirme que Taïwan reste le dossier le plus important et le plus sensible des relations sino-américaines. Et la Chine ajoute, la Chine réalisera la réunification. Rien n'arrêtera celle-ci. On ne fait pas semblant, là. Hein. Oui, mais vous savez, ça, c'est une antienne bien connue depuis longtemps. Cette phrase, elle a été répétée, je ne sais pas combien de fois, à peu près de la même manière. Donc, là, il n'y a absolument rien de nouveau. Moi, ce que je constate... Ni Joe Biden, parce que c'était après la réunion avec les Américains, quand même. Oui, mais pouvait-il dire quelque chose de différent réellement sur ce sujet-là ?
au risque vraiment de se décrédibiliser complètement à l'intérieur de son pays. Ça n'est pas possible. Est-ce qu'on ne peut pas redouter, pour dire les choses plus simplement, un troisième front, voire que Xi Jinping, profitant que le monde soit sidéré par le conflit en Ukraine et à Gaza, eh ben c'est l'occasion d'aller se servir à Taïwan. Alors écoutez, moi personnellement, je fais une grande différence entre Xi Jinping et le dictateur russe, Vladimir Poutine. Il y a d'un côté, jusqu'à présent, une certaine rationalité et de l'autre, un aventurisme que détestent les Chinois, notamment le Parti communiste chinois. Ce que je remarque, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, c'est que le ton a profondément changé, également du côté de Xi Jinping, réellement. Parce que, rapportons-nous à leur dernière rencontre en présentiel, c'était au G20 de Bali il y a à peu près 1 an, et là, le ton était encore vraiment agressif côté Xi Jinping. Il n'avait que des griefs à énoncer les uns après les autres contre les États-Unis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas c'est en sourdine. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, vous l'avez évoqué, effectivement, il existe aujourd'hui 3 fronts simultanés pour l'armée américaine. À Pékin, bien entendu, certains se sont réjouis en disant « Ah, ça peut être pour nous l'occasion d'avoir quelques appétits nouveaux vis-à-vis de Taïwan ». Mais on n'en est pas là, pour la bonne raison qu'on voit très bien que, pour le moment, le Moyen-Orient n'est pas en flammes, même si les tensions sont très fortes. L'armée américaine a déployé sur place des moyens considérables, 2 porte-avions plus un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont délaisser et l'Ukraine et le théâtre de l'Asie de l'Est. Le sourire de Xi Jinping, c'était aussi de montrer quelqu'un qui est maître de la situation à l'égard de son peuple. Il s'est présenté comme un dirigeant responsable et également qui désire la paix. Et il en a besoin aujourd'hui à l'intérieur de son pays parce que il est très difficile, c'est un régime très opaque, de voir de façon très précise ce qui se passe, mais tout de même, on voit bien que la chute du PIB, qui est quand même extrêmement forte, les entreprises qui font leurs valises et qui quittent le sol américain, le chômage des jeunes qui est au plus haut depuis X temps, ça crée des tensions sociales et ça ne peut pas être ignoré de la direction chinoise. Ce qui se passe à l'intérieur a des conséquences sur la politique internationale. Voilà. On va y revenir sur l'analyse de la situation intérieure. Je vous propose qu'on reste un tout petit peu sur la géopolitique et ces 2 conflits dont on parlait, à Gaza et en Ukraine, parce que Joe Biden dit en avoir parlé et échangé avec Xi Jinping. On écoute le président américain. Aujourd'hui, le président Xi et moi-même avons échangé nos points de vue sur une série de questions régionales et mondiales, notamment le refus de la Russie et de sa guerre brutale pour mettre fin à la guerre d'agression contre l'Ukraine et au conflit à Gaza. Et comme toujours, j'ai évoqué les domaines dans lesquels les États-Unis ont des inquiétudes concernant les actions de la Chine, notamment l'interdiction de sortie de citoyens américains, les droits de l'homme et les activités coercitives en mer de Chine méridionale. Alors, Valérie Niquet, comment interpréter cette phrase de Xi Jinping pendant cet échange ? La planète est assez grande pour que nos 2 pays prospèrent. Est-ce qu'on peut y voir l'idée que, au fond, l'Ukraine, au fond, même Gaza, c'est pas notre affaire et on voit ça de loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mer de Chine, c'est Taïwan, c'est le Pacifique. Justement, quand il dit la planète, il a une vision plus large que cette dimension purement régionale et qui signale. Je pense que c'est aussi un discours à destination de l'opinion publique en Chine même. La Chine, encore une fois, voudrait se voir reconnu le statut de co-dirigeant du monde avec les États-Unis, d'être adoubé par les États-Unis comme la seule grande puissance qui compte, même si ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Ce qui est intéressant, il y a le conflit ukrainien, c'est une chose, mais au Moyen-Orient, bien sûr, les Chinois ont des positions qui sont plutôt, enfin, ils n'ont pas condamné le Hamas, ils ont en même temps longtemps eu des bonnes relations avec Israël, mais ce qui compte pour eux, c'est d'attendre que les États-Unis continuent à jouer le rôle de stabilisateur ou de gendarme du monde, parce que la Chine n'a absolument pas les moyens de le faire, encore moins au Moyen-Orient, quoi qu'on dise sur sa capacité à influencer, elle ne joue aucun rôle, et elle a besoin de la stabilité dans cette zone parce qu'elle est très dépendante de la région pour des raisons d'approvisionnement énergétique. Donc, au-delà du discours où la Chine voudrait se présenter comme l'égale des États-Unis, en fait, c'est une manière de renforcer le prestige et du Parti communiste et de Xi Jinping lui-même. En même temps, la Chine a toujours besoin des États-Unis pour tenter d'éviter que les choses dérapent, notamment au Moyen-Orient.
Pierre-Antoine Donnet, sur ces deux conflits qui occupent le monde, enfin en tous les cas le monde nous occupe nous depuis 1 an et demi, que ce soit l'Ukraine ou Gaza, on a l'impression que la Chine ne joue un rôle assez mineur, en tous les cas pas du tout à la hauteur de l'implication des Américains. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais pas du tout, mais la raison est très simple, c'est que le double langage de Pékin n'est pas convaincant pour personne. Ils se sont disqualifiés pour apporter une solution de modérateur pour la crise à Gaza et en Israël par leur prise de position, 1. Et 2, en Ukraine, c'est pareil, ils n'ont jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine, qui d'ailleurs a foiré pour le moment. J'y vois, si vous voulez, autre chose, ce ton apaisant, et non pas apaisé, ce qui est différent, de Xi Jinping. C'est aussi le constat, finalement, que la politique qu'il a choisie, qui est totalement à l'inverse de celle qui était de Deng Xiaoping, de l'humilité, de ne pas braquer le monde contre nous, de travailler sans trop montrer notre puissance, Xi Jinping a choisi le chemin exactement inverse. Et ça se retourne. On va montrer les muscles. Mais ça se retourne contre lui, ça c'est très clair, parce qu'à vrai dire, il a été le moteur de l'alliance de facto qui s'est créée contre la Chine. Et cette alliance, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte. Vous avez bien entendu les États-Unis, ça n'est pas une surprise, mais vous avez derrière les États-Unis aujourd'hui le Japon plus que jamais. Vous avez la Corée du Sud également plus que jamais, à tel point que d'ailleurs ces deux ennemis, les Japonais et les Sud-Coréens, se sont réconciliés, sachant bien que le véritable ennemi, je dis bien ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. L'Australie, c'est pareil. Donc ça, c'est négatif sur tous les plans. D'autre part, cette obsession de la stabilité à l'intérieur de son pays, ça s'est également retourné contre lui, parce que négliger l'économie, là vous allez vous en parler beaucoup plus, mais c'est tragique. On va parler de l'économie. Juste, Valérie Niquet, vous qui connaissez très bien le Japon et qui y vivez régulièrement, vous mesurez, là, les Japonais ont... la trouillomètre vis-à-vis des Chinois a augmenté? Ça fait déjà plusieurs années que le Japon s'inquiète des pressions chinoises et de l'agressivité de la Chine dans la région, et qu'ils ont très peur évidemment d'un dérapage éventuel dans le détroit de Taïwan, parce qu'ils sont en première ligne. Les plus grandes bases américaines dans la région se trouvent à Okinawa, donc ils seraient de fait de toute manière engagés. Mais le Japon est aussi ambigu, comme la Corée du Sud d'ailleurs et d'autres pays. On le voit aussi en Australie où il y a une reprise de contact avec la Chine. C'est que plus encore que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont une économie qui dépend énormément de la Chine. Alors, ils essayent de s'en dégager un peu comme tout le monde, mais on voit bien que les milieux économiques au Japon essayent de modérer. Alors, il y a à la fois un discours qui veut un renforcement des capacités, en tout cas du budget de la défense, qui ne veut pas dire forcément un renforcement des capacités d'action directe militaire du Japon, parce qu'il y a des contraintes très fortes. Mais enfin, la Chine, à la fois, est présentée comme un risque majeur dans la zone de déstabilisation, c'est vrai, mais en même temps, on veut une reprise des contacts et ne pas griller toutes les cartes possibles d'un point de vue économique. Parce que l'économie chinoise connaît en ce moment un net ralentissement, peut-être parce qu'elle offre un visage effrayant aux investisseurs, ce dont vous parliez à l'instant, Pierre-Antoine Donnet. En tous les cas, la conséquence de tout ça, c'est que pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais en tous les cas, la Chine est confrontée au retour d'une explosion du chômage chez les jeunes, au point que la Chine ne donne plus de statistiques sur le chômage des jeunes. C'est un sujet de notre correspondant Arnaud Miguet et Gaël Caron. Depuis l'été, les salons de l'emploi sont pris d'assaut par des milliers de jeunes diplômés, mais il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. C'est tellement difficile de trouver un emploi cette année. Il y a vraiment des choses que je ne comprends pas. Une entreprise comme Starbucks, mondialement connue, vend un café latte à 5 €. Et moi, il me propose un salaire mensuel de 350 €. L'économie au ralenti ne crée plus assez d'emplois. Selon les derniers chiffres officiels, 1 jeune sur 5 n'a pas de travail, un record. Alors il y a ceux qui font de la vente ambulante de savoir. Ce diplômé en sciences politiques propose dans la rue, contre rémunération, de partager ses connaissances. Et puis il y a ceux qui restent au lit. Tous les matins, je ne risque pas de réveiller mon colocataire. Je peux dormir jusqu'à midi. Je ne me lève que pour aller aux toilettes et ensuite je me recouche. Rester couché, une nouvelle tendance d'une jeunesse diplômée sans espoir. S'il n'y a pas d'emploi ou mal payé, autant ne rien faire. Conséquence ou non, les autorités depuis juillet ne donnent plus le nombre de chômeurs entre 16 et 24 ans. Si la situation de l'emploi des jeunes diplômés est mauvaise, elle n'est pas meilleure pour les moins qualifiés.
Dans les rues de la ville de Kunming, on recrute à la journée parfois des chauffeurs de taxi, des gardiens ou des chefs cuisiniers. Mais là non plus, pas question d'accepter un travail à tout prix. J'ai été approché par plusieurs patrons restaurateurs, mais le salaire qu'ils me proposent est trop bas. 700 à 800 euros par mois pour être chef, personne ne veut faire ça. Et pour tous ceux qui cherchent la sécurité de l'emploi dans la fonction publique, par exemple, les places sont chères. Au dernier concours de fonctionnaires, il y avait 200 000 postes à pourvoir et 8 millions de candidats. Alors Sylvie Matelli, que se passe-t-il il y a quelques années? On nous expliquait encore doctement que la Chine allait devenir la première puissance économique au monde. Et on a l'impression maintenant qu'on rétropédale et qu'on n'en est plus si sûr. Alors, j'exclurais pas cette hypothèse parce que la Chine, c'est un grand pays très peuplé. Donc, la possibilité de devenir la première puissance économique, même si c'est plus lent que prévu, n'est pas totalement exclue. Par contre, on a deux phénomènes, en fait, qui se percutent ces dernières années en Chine. Un phénomène structurel qu'on observe depuis longtemps, quasiment même depuis la crise de 2008 et avant la crise de 2008, et aucun rapport avec la crise de 2008. C'est juste que les autorités chinoises ont pris conscience de ce phénomène à ce moment-là. C'est un phénomène classique dans les différentes phases du développement économique d'un pays. Quand un pays est pauvre, très pauvre, comme l'était la Chine dans les années 90, eh bien pour se développer, il faut investir massivement. Sauf que si vous êtes un pays pauvre, vous n'avez pas d'argent. Donc vous avez deux possibilités pour investir. La possibilité qui a été suivie par un certain nombre de pays d'Amérique latine ou de pays africains dans les années 50-60, ça a été de s'endetter, de faire appel à des capitaux étrangers. Dans les pays asiatiques, on a choisi une voie différente pour ne pas se rendre dépendant de l'étranger. Ça a été de stimuler l'épargne intérieure. Et donc la Chine s'est développée sur une capitalisation extrêmement forte, sur ses investissements extrêmement forts. Sauf que, et à ce moment-là, vos débouchés, c'est l'exportation. Vous allez conquérir des marchés étrangers. Sauf qu'à un moment donné, si vous voulez passer une nouvelle étape de développement, les marchés étrangers ne sont plus suffisants et il vous faut arriver à stimuler la demande intérieure. Et la limite, en fait, et ce sur quoi, pour l'instant, les théories économiques, l'analyse économique n'a pas trouvé de réponse, c'est comment on fait pour passer d'une démarche d'épargne, de forte épargne, à une démarche où le consommateur va se réveiller, va désépargner et consommer. Et ça, la Chine, et ce que je vous disais depuis 2008, c'est que les autorités chinoises se sont fixées cet objectif depuis quasiment un petit peu, c'était 2007 me semble-t-il, et ne parviennent pas à stimuler cette consommation. Les Chinois continuent à épargner. Donc ça, c'est l'élément structurel et c'est quelque chose qu'on observe, cet atterrissage, on pensait au départ en douceur de l'économie chinoise, c'est quelque chose qui est annoncé depuis des années. L'élément conjoncturel, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Xi Jinping et sa reprise en main. C'est sa reprise en main, y compris au moment de la crise du Covid et de la pandémie de Covid, avec ce confinement qui a duré, on ne sait plus, 2 ans et demi, presque 3 ans, et qui a effectivement à la fois réduit la confiance des citoyens et consommateurs chinois qui ont commencé à se questionner sur l'avenir de leur économie, pourquoi on serrait la vis à ce point, et en même temps des investisseurs étrangers, donc l'investissement qui est à la peine, et également des salariés étrangers qui travaillaient en Chine. On a vu par exemple, ne serait-ce que pour Taïwan, deux petits chiffres pour se rendre compte. Taïwan était probablement le pays le plus proche économiquement, le plus lié économiquement à la Chine, et on s'aperçoit que le fameux découplage dont on nous parle depuis longtemps et qui n'est pas vraiment un découplage, il est réel, il commence à se matérialiser dans le cas de Taïwan, avec des expatriés taïwanais en Chine qui ont quitté la Chine pour aller bosser, soit retourner à Taïwan, soit aller travailler ailleurs. Les investisseurs taïwanais qui investissaient massivement en Chine, les usines chinoises étaient en grande partie financées, dans la technologie en tout cas, par des investissements taïwanais. Et aujourd'hui, ces investissements représentent une part minime des investissements étrangers taïwanais. Donc vous voyez, et ça, je vous parle de Taïwan, mais on pourrait reproduire dans une moindre mesure avec l'ensemble des partenaires de la région, avec les États-Unis également. Donc on s'aperçoit qu'il y a une dynamique aujourd'hui liée à l'autoritarisme de Xi Jinping qui n'est pas bonne pour l'économie chinoise. Pierre-Antoine Donnet, je voudrais juste qu'on revienne sur le reportage qu'on a vu. On a l'impression d'abord d'une jeunesse qui veut, pardonnez-moi, mais qui donne une image un peu d'une jeunesse qui veut plus bosser, un peu feignante. Le jeune était au lit, on voit que tout le monde veut veut se planquer dans la fonction publique chinoise où on a l'impression que le salaire peut tomber sans rien faire. Et j'ajouterais le tout sur fond de vieillissement de la population, l'impression d'un pays fatigué. Alors, avant cela, je voulais juste refaire une parenthèse sur Taïwan. Tout à l'heure, vous
disais que j'en parlerai un peu. Je vous dirais juste, ça ne sera pas très long, que pendant ce séjour, j'ai été frappé par la sérénité de la population. Vraiment, j'étais sidéré. Personne n'est vraiment inquiet, en tout cas ne le montre pas, à propos des tensions actuelles. Aucun vent de panique, vraiment à aucun moment, bien au contraire. Alors, je ferme cette parenthèse. Alors, avant de venir à ces jeunes aujourd'hui qui s'interrogent, je voulais juste élaborer un peu les conséquences de ce chômage des jeunes, qui ensuite se greffent aussi à la crise de l'immobilier. Ces deux facteurs ont des conséquences, mais redoutables sur la société chinoise pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, la consommation est en panne, et la raison, elle est très simple, vous l'avez dit, et ça, je voudrais bien accentuer un peu cette démonstration, c'est que dans l'esprit des Chinois, quand il y a des difficultés, on conserve l'argent chez soi. Il n'y a pas de politique sociale. Très peu. Pas de chômage, pas de retraite, très peu. Le système des retraites est plutôt embryonnaire. Donc, tout ça pour dire que ces jeunes qui ne trouvent plus de travail, ils étaient, eux, en partie sollicités pour prendre soin de leurs parents et de leurs grands-parents. Ils ne peuvent plus. Donc, les grands-parents eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, ont été, comment dirais-je, enfumés par cette espèce de croyance de spéculation incroyable et effrénée dans l'immobilier qui aujourd'hui se révèle une catastrophe totale. Et pour ces personnes âgées qui épargnaient pour leur retraite, c'est terminé, ils ont perdu tout leur argent. Donc ces deux facteurs-là vont laisser une impression, mais très durable, comment dirais-je, du fait que le mandat du ciel qui avait été confié à Xi Jinping, il est rompu. Valérie Niquet, c'est vrai qu'on a longtemps présenté la Chine comme un Eldorado, expérience personnelle. Le grand patron d'AXA avait dit au 19e siècle, il fallait être à Londres, au 20e siècle, il fallait être à New York, et au 21e siècle, il faudrait être à Shanghai. Il m'avait dit ça m'avait frappé. On a l'impression que la Chine d'aujourd'hui, elle ne suscite plus elle a perdu la confiance, des investisseurs étrangers, et deux, même, ce que disait à l'instant Pierre-Antoine Donnet, de sa propre jeunesse. Oui, c'est excusez-moi, c'est ce fameux contrat social dont on parlait, où on acceptait un contrôle politique sévère, qui était d'ailleurs moins fort. Il y avait plus de marge de liberté personnelle avant Xi Jinping, ça s'est encore accru, en échange de la croissance économique et de l'idée que la génération qui suit serait plus riche et que la croissance ne s'arrêterait pas, comme les prix de l'immobilier qui finalement se sont effondrés. Et il y a un autre élément qui est essentiel, et ça rejoint la géopolitique, c'est que ce qui faisait le soft power de la Chine, dont on a beaucoup parlé, ça n'est pas du tout sa force d'attractivité globale, la civilisation, le Parti communiste, pas du tout. C'était tout simplement sa capacité à débourser pour gagner des soutiens, les fameuses routes de la soie, c'était ça aussi. Les pays les plus pauvres, les plus endettés, ceux dont la gouvernance n'autorisait aucun prêt de la part des grandes banques comme la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale ou autre, n'avait qu'un pays vers qui se tourner avec des facilités de décaissement en liquide, ce qu'on pourrait appeler aussi de la corruption, c'était la Chine, parce qu'elle gagnait à la fois en image. Regardez, je suis entourée d'un soutien majeur, le Sud global, les routes de la soie, je suis capable d'investir. On a vu d'ailleurs dans ces routes de la soie les problèmes que ça pouvait entraîner en termes de dette, parce qu'aujourd'hui, la Chine, qui est moins forte économiquement, commence à se demander comment elle pourrait récupérer sur certains investissements qu'elle a faits sans vraiment de contrôle, et dont elle s'aperçoit aujourd'hui que c'est extrêmement coûteux. Donc elle est beaucoup moins attractive, et cette question de la croissance économique, non seulement ça pèse en interne sur le futur de la Chine au niveau économique, mais en externe aussi, parce que son image de force d'attraction, qui a été quand même au cœur de sa stratégie de puissance, est en train de diminuer. La Chine a un problème de soft power, Sylvie Matelli. C'est vrai que l'Amérique peut faire rêver. D'ailleurs, beaucoup de migrants rêvent d'Amérique. Il y a eu ce sondage qui a été réalisé par le CFR dans les pays émergents. Eh bien, s'ils devaient choisir, seuls 5% des citoyens des pays émergents iraient vivre en Chine, contre 56% aux États-Unis. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas étonnant. Effectivement, le soft power, les valeurs, les modes de vie de l'Occident et des pays occidentaux, parce qu'on comparait les États-Unis, on mettait l'Europe aussi, donc l'Europe suivait directement les États-Unis. Massivement, la population partout dans le monde, y compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui ce Sud global, et dont on se rend compte
compte qu'ils contestent de plus en plus la domination des pays occidentaux sur les relations internationales. Malgré tout, s'ils avaient le choix, s'ils avaient la possibilité, ils rêveraient d'aller vivre en Europe ou aux États-Unis. Et pas du tout, et loin derrière en Chine. C'est d'ailleurs très minoritaire en Chine, puisque je crois que c'est pas un problème pour attirer les talents, les ingénieurs Alors, c'est un vrai problème pour attirer les talents, tout à fait, mais je crois que la liberté est un élément fondamental. Donc, vous n'allez jamais choisir, quand vous êtes le Parti communiste chinois, et je parle sous le contrôle de mes deux autres interlocuteurs, vous n'allez jamais choisir de renoncer au contrôle pour assurer la liberté et attirer des talents. Et ça, c'est un défi. C'est une véritable problématique parce que ça ne changera pas. Et en même temps, dans la même étude, on constate que, et ça on l'a évoqué avec Valérie à l'instant, on constate que l'essor de la Chine, ça a été aussi pour un certain nombre de pays, au-delà même des routes de la soie et avant les routes de la soie, ça a été la possibilité d'accéder à un certain mode de consommation. Dans les pays émergents, alors nous, bien sûr, on a massivement consommé les produits chinois et on a surconsommé avec toutes les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui en la matière. Mais dans les pays émergents, dans les pays du Sud, je crois que pour la première fois de leur histoire, ils ont eu accès à une consommation de masse grâce à des produits chinois extrêmement bon marché. Dans les favelas ou les quartiers pauvres d'un certain nombre de pays, vous avez vu des gens sur ces 20 dernières années qui s'achetaient des téléviseurs, qui s'achetaient des lave-vaisselle, qui s'achetaient des lave-linge. Et ça, c'est pas rien. Et ça pèse encore sur l'attractivité qu'a l'économie chinoise. Mais on ne veut pas aller vivre là-bas, en gros. Alors, Sylvie Matteli, vous le disiez, pas question pour le Parti communiste chinois de renoncer au contrôle qu'il exerce sur sa population. Et bien au contraire, il renforce ce contrôle en utilisant les nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale. Alors, c'est un outil, la reconnaissance faciale. Dans les pays occidentaux, on l'utilise pour faire du commerce, pour payer, par exemple, à la caisse des supermarchés. Mais dans d'autres pays moins tolérants, on l'utilise pour contrôler la population. C'est un sujet de Marina et... Faire quelques emplettes et payer simplement en montrant son visage. Has-been, le paiement sans contact. Dans cette boutique japonaise, Yahoo teste le paiement par reconnaissance faciale. C'est l'une des nouvelles applications commerciales de la reconnaissance biométrique. Ici, encore à l'état de test. Mais dans d'autres pays, elle est devenue monnaie courante, notamment en Chine. L'État se sert de cette même technologie pour identifier les individus dans la rue. Les faits et gestes des citoyens chinois sont répertoriés et certains se retrouvent fichés sur une liste noire. Leur visage ensuite placardé pour n'avoir pas payé leur place de cinéma, par exemple. Plus récemment, en Iran, l'intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale fait figure d'épouvantail. Dans un clip diffusé par le régime, on voit des femmes marchant dans la rue sans voile jusqu'à ce que leur identité s'affiche. Le message de ce montage choque, nous savons qui vous êtes. Valérie Niquet, on compare quand même le contrôle qu'exerce la Chine sur sa population à celui qu'exerce l'Iran sur sa population. On ne se rend pas compte quand même de cette surveillance du Parti communiste sur son peuple. Et les Chinois l'acceptent-ils? Et jusqu'où l'accepteront-ils? Les Chinois, comme on le disait, l'acceptaient tant que... Enfin, l'acceptaient. C'est très difficile de savoir ce que pensent véritablement les Chinois, mais en tout cas pouvaient à la limite le tolérer, à moins qu'ils aient des convictions très fortes pour s'opposer, ce qui est extrêmement difficile en Chine. Eh bien, ils le toléraient tant qu'il y avait des avantages en termes de croissance et d'amélioration de leur propre niveau de vie. Et puis, il y a des côtés pratiques auxquels on s'habitue. Alors, il y a la reconnaissance faciale, mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire avec une application, payer, prendre son billet de métro, de train, alors, si on est un mauvais citoyen... voilà, alors, mais ça, en même temps, ce type de contrôle-là, c'est-à-dire le livret qui suivait la population depuis quasiment l'école maternelle jusqu'à l'âge adulte, avec les bons citoyens, enfin les bons, ceux qui se comportaient politiquement correctement et ceux qui, au contraire, étaient des mauvais éléments et qui voyaient toute leur progression dans leur vie très très limité, ça a toujours existé en Chine. Le contrôle avant se faisait avec des dames qui habitaient dans les quartiers et qui contrôlaient les déplacements. Avant que l'ouverture se fasse véritablement en Chine, on ne pouvait pas rencontrer des Chinois dans leur appartement. Enfin, c'était extrêmement... Donc, il y avait un contrôle qui se faisait humainement. Aujourd'hui, il est plus efficace, entre guillemets, évidemment, parce qu'il y a ces moyens technologiques, mais c'est quelque chose qui fait partie du système et qui existait
c'était à l'époque soviétique également, c'est que ce sont des sociétés qui ne tolèrent pas l'expression à la fois politiquement, mais également dans les modes de vie, de tout ce qui pourrait échapper à la dictature du Parti communiste chinois. Donc, il l'accepte bon gré, mal gré, c'est ce que vous nous dites. À moins de se révolter, mais se révolter, c'est prendre des risques majeurs. On le voit dans des provinces comme le Xinjiang, où les gens ne se révoltent pas forcément, mais où il y a par exemple, la religion est considérée comme une force d'opposition possible au parti, donc c'est très contrôlé. Les syndicats libres n'existent pas non plus, donc on l'accepte, à moins de vouloir, encore une fois, prendre des risques très, très importants. Oui, Pierre-Antoine Donnet. Oui, je souscris à ce que vient de dire Valérie. Si on n'est pas content, non, parce que sinon, vous avez vu que les milliardaires chinois, c'est une enquête de Guardian, qui fuient le pays avec leur argent. Au fond, si on n'est pas content, on s'en va. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a réussi en Chine, l'objectif, c'est aller mettre ses enfants à l'abri à New York? Il y a ceux qui peuvent s'en aller comme les milliardaires et les autres qui ne peuvent pas. Et pour prolonger ce que tu disais, Valérie, je dirais que bien sûr, ça a été toléré pendant un certain temps et ça l'est toujours dans une certaine mesure, sauf pour les jeunes. Moi, je me souviens de ces images à Shanghai, à la fin de la politique catastrophique du zéro Covid, ces jeunes qui manifestaient devant les caméras et qui brandissaient une feuille blanche. Cette feuille blanche en disait beaucoup, il n'y avait rien dessus. Mais tout le monde comprenait très bien. Le message, c'était que vous, le Parti communiste chinois, vous nous surveillez partout, tout le temps, du matin au soir, la nuit. Vous savez tout de nous. On ne peut plus rien dire, alors on dit ça. Et ça veut dire non, on ne tolère pas ça. Et tout à l'heure, cette image de ces jeunes diplômés qui se couchent sans rien faire, en chinois, c'est tangping, c'est la seule méthode aujourd'hui de protester. C'est de dire non, nous ne sommes pas dans la société que vous nous imposez. Et je pense que là, le verre est dans le fruit pour le Parti communiste chinois à moyen terme. C'est-à-dire, il y a un divorce total en ce que propose le Parti communiste chinois et les idées de ces jeunes. Parce que finalement, même si tout est très surveillé, il reste quand même des méthodes pour pouvoir s'informer. Il y a les fameux VPN, qui sont vite identifiés puis ensuite paralysés, mais ils existent. Donc les jeunes en savent beaucoup sur le monde extérieur. Et tout à l'heure, on évoquait le fait de pouvoir disposer ou non de ce qu'on veut être. Pour ces jeunes femmes qui ne veulent plus faire d'enfants, c'est aussi une forme de protestation contre la société qu'on leur impose. Pour ces jeunes couples qui ne se marient pas, c'est à peu près la même chose aussi. Donc pour moi, le vrai danger pour le Parti communiste à terme, c'est cette jeunesse qui n'en peut plus de ce qu'on lui impose aujourd'hui. Pour vous, le compte à rebours est parti, le verre est dans le fruit. Vous savez, personne ne sait. À moins de s'aventurer dans des prophéties idiotes, personne ne va dire que le Parti communiste chinois va s'effondrer demain ou après-demain. Certainement pas, il est là pour durer. Mais ce que je veux dire, c'est que la transformation sociale de l'intérieur en Chine est en marche. Il est là pour durer, on se souvient de Honecker en novembre 89, le Parti communiste est là pour 1000 ans, un mois après c'était la chute du mur. Là, ça ne sera pas cette échéance-là. Je me rappelais un petit souvenir de l'an passé, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Coupe du Monde de foot au Qatar, je crois que c'était en novembre 2022, et où les Chinois qui étaient encore confinés ont tout d'un coup vu des stades pleins avec des gens sans masque. Effectivement, ça illustre ce que vous dites sur le fait qu'ils ont accès à l'information d'une manière ou d'une autre. Ils voient ce qui se passe dans le reste du monde. Et c'est à ce moment-là que le questionnement, pour ne pas dire l'opposition à ces confinements et à ces mesures Covid, a été le plus fort en Chine, avec un effet assez immédiat. Janvier 2023, on lève toutes les restrictions. Et je voudrais juste rajouter aussi une chose, c'est que là, on voit bien qu'à vrai dire, c'est classique d'un régime qui quand même est en partie finissant. C'est de voir Xi Jinping en personne, il y a une semaine, appeler les femmes à dire « faites des enfants, il faut faire ça pour la nation ». Mais ça ne marche plus. Alors, un régime intolérable ou que tolère de moins en moins la population, et l'est-il pour nous, ce régime intolérable ? On voit très bien qu'en Europe, le discours se durcit à l'égard des Chinois. En témoigne cet accueil assez glacial que les Allemands ont réservé au Premier ministre chinois qui était en visite en Allemagne. C'est un sujet Eurozapping de Géraldine Delinger et Charles Ricot. C'était une visite en juin dernier. Le Premier ministre chinois en Allemagne. Kanzler Scholz und Chinas Ministerpräsident Li. Poignée de main vigoureuse avec le principal partenaire économique de l'Allemagne. Les désaccords sont nombreux. Depuis la guerre en Ukraine, un fossé s'est creusé. J'ai demandé à la Chine d'utiliser son influence pour faire pression sur la Russie.
Son hôte chinois s'est bien gardé de répondre à cet appel. Il met en garde contre toute restriction économique. Je pense que la plupart des amis de l'industrie allemande ne considèrent pas la Chine comme une menace. Ils n'accepteront pas une soi-disant réduction des risques ciblant la Chine. Car les chiffres sont têtus. Près de 300 milliards d'euros d'échanges commerciaux l'année dernière. La somme a doublé en 10 ans. Une interdépendance économique qui embarrasse Berlin. Sylvie Matelli, c'est la tribune, enfin pas la tribune, c'est Janet Yellen, l'ancienne ministre de l'économie, qui avait cette formule qui parlait de la mondialisation des amis. Elle disait maintenant on va tisser des liens entre pays qui ont les mêmes valeurs, et la Chine n'en fait pas partie. Est-ce que il y a un risque de fragmentation ou alors on parle souvent du découplage de l'économie mondiale. Alors ça commence même à être visible. C'est pas un découplage, mais c'est on n'est pas dans une. C'est un dérisking et c'est même au-delà de ça. C'est du risque. C'est du risque, tout à fait. Et ce qu'on observe, et quand je dis ça commence à être visible, les dernières statistiques de l'Organisation mondiale du commerce constataient qu'on n'était pas dans une période de déglobalisation, c'est-à-dire de ralentissement du commerce international, mais qu'on était plutôt dans une période où les flux commerciaux se réorientaient dans une logique de dérisking et que de plus en plus d'entreprises, là on n'est pas tout à fait dans les relations d'État à État, de plus en plus d'entreprises investissaient dans d'autres pays que la Chine et désinvestissaient en partie en Chine. Alors pour plein de raisons, dont les raisons économiques dont on a parlé, mais aussi toute cette question des risques. Et ça, c'est un sujet fondamental pour les Européens. Les Européens, aujourd'hui, dans leur relation à la Chine, ils sont dans une situation extrêmement particulière. Le premier phénomène, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, qui fait que les intérêts, l'Allemagne a d'énormes intérêts économiques en Chine, bien le ralentissement de la croissance, c'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises allemandes. Et en même temps, il y a un autre phénomène qui vient renforcer cet élément-là. En 2022, il ne faut pas oublier que c'est l'année où les ventes de voitures chinoises en Chine ont dépassé les ventes de voitures étrangères, et en particulier Volkswagen, qui était le leader du marché automobile chinois, s'est fait doubler par une entreprise chinoise. Donc l'Allemagne connaît aujourd'hui, et les Européens connaissent aujourd'hui ce phénomène où le marché chinois se rétrécit parce que la croissance s'affaiblit, mais aussi parce que la concurrence locale est beaucoup plus forte. Donc ça, il est moins intéressant. Tout à fait. Et il y a un troisième élément, c'est que l'Europe, dans sa stratégie de dérisking, qui n'est pas uniquement orientée contre la Chine, même si la Chine est un élément important. Sa stratégie de dérisking, c'est surtout pour accroître la résilience de l'économie européenne, parce qu'on a vu que pendant la crise du Covid, être surdépendant de ces importations... On était dépendant du masque chinois. Tout à fait. Je rappelle toujours dans l'industrie automobile, 1/3 de la production d'automobiles européennes n'a pu être réalisée en 2021, donc une voiture sur 3 ne sont pas sorties des chaînes de production parce qu'on manquait de composants, en provenance en particulier de la Chine. Donc ça, c'est un élément très important. Et en fait, pour dérisquer, pour réindustrialiser sur le territoire européen, eh bien, il faut qu'on arrive à réinvestir et surtout à produire des voitures au moins aussi compétitives qu'en Chine. Et en Chine, eh bien, la subvention, le fort soutien de l'État de cette économie fait qu'ils peuvent sortir des voitures très peu chères, là où nous, on n'est pas du tout compétitifs. Donc, on est aussi dans cette logique d'essayer de se protéger de ce soutien de l'économie chinoise, de cette ultra-compétitivité chinoise parce que largement subventionnée. Et ça froisse un petit peu les autorités chinoises qui ne comprennent pas pourquoi on veut devenir protectionniste, en gros. Alors, y a-t-il néanmoins une cause sur laquelle, notamment, les deux grands chinois et américains pourraient s'entendre, qui est la grande affaire du XXIe siècle, à savoir le climat? Eh bien, il semblerait que sur ce thème, chinois et américains pourraient s'entendre. Correspondance d'Arnaud Miguet. Oui, ce sont les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. On le sait, les relations entre Pékin et Washington ne sont pas bonnes depuis des années, mais il y a, et c'est une bonne nouvelle pour la planète, un rapprochement autour de la question climatique. Témoin cette réunion cette semaine entre les deux émissaires des autorités chinoises et américaines, les deux messieurs climat, John Kerry et John Roy, qui ont décidé, je cite, de travailler conjointement pour que la COP28 soit un succès. Fin de citation. Il faut dire que la Chine a été frappée tout l'été par des événements météo extrêmes qui ont frappé la population. C'est un sujet d'Eva Ouin. Ballottée par les flots, cette voiture vient d'être emportée par un cours d'eau sorti de son lit. Quelques instants plus tôt, son conducteur apparaît. Il s'accroche désespérément pour lutter contre la violence des flots.
C'est la première fois de ma vie que je vois une inondation aussi effrayante. Il a trop plu ces derniers jours et la montagne a commencé à déverser des eaux de crue. Ça a provoqué un engorgement de la zone urbaine. Des infrastructures aussi partiellement détruites, à l'image de ce pont ferroviaire brisé par les flots. Glissement de terrain, canicule, sécheresse et maintenant inondation. Depuis plusieurs mois en Chine, les événements météorologiques extrêmes se succèdent. Pierre-Antoine Donnet, est-ce qu'eux aussi, ça les inquiète, les Chinois, là, toutes ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent avec le dérèglement du climat? Vous savez, si on regarde les 10 dernières années, et même les 15 dernières années, c'est dans ce domaine où les manifestations ont été les plus nombreuses. Pour plusieurs raisons, là aussi. Confiscation des terres arables pour installer des usines, pollution des sols et des fleuves et des rivières, pollution de l'atmosphère, avec des taux de cancer qui ont grimpé à toute vitesse. Donc pour la population, c'était devenu vraiment là aussi insupportable. Donc il y a eu beaucoup de contestations qui ont eu pour conséquence qu'effectivement, il y a eu une réaction de la part du parti et des dirigeants chinois pour mettre en œuvre un certain nombre de règles qui ne sont pas toujours suivies en province, ça faut bien le savoir. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas tout à fait la même dans la mesure où, du fait justement de cette économie qui est en difficulté, l'accent est mis sur la production d'électricité avec le charbon. Et ça, franchement, ils ne reviendront pas en arrière dans les 5 ou 6 ans qui viennent au bas mot. On le voit, la construction des usines à charbon pour produire de l'électricité n'a jamais été aussi forte. Le nombre de ces usines qui ouvrent n'a jamais été aussi élevé, sans parler de celles qui ouvrent dans les pays émergents du fait de la Chine qui vient les construire. Donc, les bons mots sont là. La volonté affichée, elle est ce qu'elle est. Bien sûr, ce dialogue reprend comme au niveau militaire, ce qui est déjà très bien avec les États-Unis, mais je doute fort que dans les faits, ça aille très loin. Sylvie Matelli, la Chine est le premier émetteur mondial de CO2. Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est la population mondiale, enfin maintenant il y a les Indiens qui sont plus nombreux, mais ou est-ce que c'est parce que ce sont des pollueurs et qu'au fond, ils n'en font pas assez pour l'environnement? Alors, c'est le premier émetteur en émissions globales par habitant. Les États-Unis restent le premier émetteur. Alors non, ils sont dépassés, je crois, par les pays, par l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, mais parmi les grandes économies, les Américains émettent beaucoup plus par habitant. Donc oui, effectivement, il y a un enjeu énorme à ce que les deux pays, Chine et États-Unis, luttent contre le changement climatique. Et en même temps, la Chine est un très gros émetteur. Ses émissions ont explosé en même temps que sa croissance économique. Et sa croissance économique, c'est l'industrialisation, c'est le développement économique de ce pays. Donc c'est évident que dans une période de ralentissement, il y a peut-être un intérêt moindre à aller freiner cette industrialisation et ces industries. Moi, je crois que sur le climat, il ne faut pas se faire d'illusions sur l'accord apparent entre la Chine et les États-Unis. C'est une réalité, mais c'est d'ailleurs une réalité qui s'illustre par le choix de John Kerry pour les États-Unis. Et il me semble que quand John Kerry a été nommé, on est allé rechercher le Chinois qui avait négocié avec lui, qui était à la retraite, parce que les deux hommes s'entendaient très très bien. Bon, c'est un signe qui est intéressant. Mais en fait, ils ont un intérêt partagé, et c'est peut-être le seul dossier avec l'économie, mais c'est un dossier important, un intérêt partagé à travailler ensemble. D'abord parce que ce sont deux très gros émetteurs qui font effectivement, comme vous l'avez dit, insuffisamment d'efforts. On se rappelle qu'aux États-Unis, Donald Trump avait quitté l'accord de Paris. Joe Biden est beaucoup plus allant et beaucoup plus ambitieux, mais encore une fois, ce sont deux pays. D'un côté, on ne négocie pas son mode de vie, c'est Bill Clinton qui avait dit ça, hein, le mode de vie américain n'est pas négociable. De l'autre côté, on ne négocie pas son développement économique parce que le pacte social dont on a parlé tout à l'heure et qui est extrêmement important. Donc il y a un intérêt à quand même à la fois montrer, expliquer que tous les deux on est très forts parce qu'on est de gros émetteurs et en même temps s'entendre, c'est s'entendre aussi pour minimiser les efforts et pour protéger ses intérêts respectifs. Donc de ce point de vue, il y a une concordance entre Américains et Chinois, mais pas forcément très rassurante et bonne pour le climat. Hein. Merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre et à analyser cette rencontre au sommet hier entre Joe Biden et Xi Jinping. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.